Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. Réaction de Kabila après la levée de son immunité en qualité de sénateur à vie. Affaire Lassé Mbouiti et les revendications socio-professionnelles des enseignants sont donc les sujets en débat dans cette émission. Sur ce plateau, Jean-Clotaire Imbou, directeur de publication du journal Présence économique, Albert Mianzoukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, et nous avons Mondésir Ondédé, journaliste. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau de Vox Hebdo. Je vous invite à suivre ce reportage pour aborder la réaction de Joseph Kabila après la levée de son immunité par le Sénat. Militaire, j'ai juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment. En ce moment où le pays est de nouveau divisé, appelé par le destin, j'ai le devoir d'œuvrer à la recherche de la paix et de contribuer à la reconstruction de notre pays qui se meurt. Vous, qui êtes abandonnés par le pouvoir central, qui semble avoir pris le parti de vous punir, entre autres, en déconnectant les institutions financières du réseau bancaire national et en restreignant le mouvement de personnes et de biens. Ces décisions et bien d'autres vous asphyxient et rendent votre vie plus précaire que jamais. J'en appelle aux uns et aux autres, en particulier au gouvernement, d'humaniser les conditions de vie de nos compatriotes. C'est ainsi qu'après quelques années de réflexion sur la crise en cours, après avoir consulté des chefs d'État et des anciens chefs d'État de la région, ainsi que des acteurs politiques et sociaux, nationaux et étrangers, j'ai fait ce jour une proposition qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international.
10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Alors, nous avons vu là, donc, ce que nous sert cette affaire en RDC. Levé de l'immunité en tant que sénateur à vie par le Sénat, et voilà que le concerné a fait une adresse à la nation. Albert, que peut-on craindre dans cette situation qui se dessine en RDC? Nous sommes ici devant une matière qui fait jurisprudence. Nous n'avons pas encore vu en Afrique centrale la destitution d'un ancien chef d'État se conclure par une levée d'immunité. Et donc, cela va constituer le point de référence absolu pour tout ce qui va venir à la suite, aussi bien en République démocratique du Congo que dans la sous-région. C'est-à-dire que nous avons destitué, nous avons dit à monsieur Kabila qu'il doit rester à la maison et attendre que, comme n'importe quel citoyen, on vienne le prendre au collet pour l'amener directement à la prison pour des faits présumés donc de violation du droit. Ça, c'est ça qui m'inquiète, je veux dire, parce que aussi bien dans la forme que dans le fond, cette affaire sent la poudre. Et ceux qui s'amusent à manipuler, à jongler avec la bombe qu'ils ne soupçonnent pas, seront certainement surpris un jour de voir que ça leur reviendra comme une espèce de boomerang. Ça, c'est un petit détail que je tenais à souligner, mais il y a aussi le fait que nous approchons aujourd'hui, donc nous, dans la vie politique de la République démocratique du Congo, la situation n'est pas stable. Monsieur Tshisekedi, président de la République, peut peut-être aujourd'hui jouir de sa victoire, du fait que, bon, il a cloué le bec à monsieur Kabila, encore que c'est seulement une façon de parler, je crois, mais lui-même, il est au deuxième et dernier mandat de sa présidence. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque viendront les temps forts, les temps durs de la contestation du mode de scrutin, du scrutin lui-même, des résultats, etc. Lui, il avait bénéficié du report favorable de ces contestations-là avec, j'allais dire, la complicité de monsieur Kabila, qu'aujourd'hui, il est en train d'écraser sous son pied. Mais qu'est-ce qu'il en sera lorsque viendra le tour de monsieur Tshisekedi de rendre des comptes et de rendre le tablier? C'est tout cela, moi, personnellement, qui m'inquiète. Et donc, voilà. Ok, Jean Clotaire, nous avons vu dans la réaction de Joseph Kabila, il a indiqué qu'il devra s'installer à Goma. Peut-on craindre qu'il y ait l'ouverture des affrontements entre les deux personnalités, le président en exercice et l'ancien président?
D'abord, il faut signifier que les hostilités y sont déjà dans cette zone. Donc, qu'un nouveau acteur vienne s'ajouter en suivant l'un des camps aujourd'hui en conflit, ce n'est que, je veux dire, ce n'est que normal. Maintenant, ce qu'il y a là de plus grave, et ce qui est plus désolant, ce qu'il faut vraiment le dire, c'est que on se retrouve quand même dans une situation pour nous, Africains, qui est une situation qui est assez curieuse. Parce que nous avions eu déjà cette situation-là ici, entre le président Lissouba et le président Denis Sassou Nguesso. Nous avions cette même situation qui est en train de se reproduire aujourd'hui au Sénégal, entre Macky Sall, qui vient de partir, qui l'on est en train de pourchasser, et le nouveau pouvoir qu'il y a là. Nous avons la même situation aujourd'hui en RDC. Je crois quand même qu'il faut qu'une réflexion aussi puisse se faire au niveau des intellectuels ou de l'élite africaine, pour que nous puissions voir comment est-ce que doit se gérer justement la question de l'après-pouvoir. Si déjà nous donnons des gages à ceux qui partent, qu'ils sont capables d'être, ils sont susceptibles d'être pourchassés, ça fera que les gens ils vont continuer à se barricader en étant toujours au niveau du pouvoir. Et aujourd'hui, en revenant à la RDC, il y a trop d'enjeux au niveau de la RDC. Et donc, tout un chacun est susceptible de saisir un bout de tissu de ces enjeux-là pour mettre le feu ou continuer à mettre le feu dans ce pays qui nous est, nous ici au Congo, aussi un pays qui pourrait nous permettre justement, en bénéficiant du développement qu'il y aura de l'autre côté, d'en tirer profit. Et cela, justement, qui est le plus désolant parce qu'en fait, on aurait pu se battre, nous tous, pour qu'il puisse y avoir une paix certaine dans la sous-région et que nous puissions en bénéficier au lieu qu'il y ait des tiraillements de cette nature. Oui. Ok, Albert, un instant, nous donnons la parole à Mon Désir pour dire est-ce que cette situation vraiment est loin de garantir la paix en RDC qui est déjà en ébullition. Merci beaucoup, Monsieur Chrysostome. Comme ont su le dire mes deux prédécesseurs, la situation qui prévaut en ce moment en RDC du point de vue politique est très très désolant. Parce que je vous avoue que lorsque en 2019 il y a eu la passation, une première en RDC, il faut le souligner, parce que depuis les indépendances jusqu'à Kabila, avant Tshisekedi, c'était soit il y aura mort du président, coup d'État, etc. Mais là, on a assisté à cette époque-là au transfert pacifique du pouvoir, et on se disait que cette image devait servir à l'Afrique, qui n'est pas si souvent habituée à ce genre de passation de service de manière pacifique entre un ancien président de la République et un nouveau. Mais malheureusement, ce que les acteurs politiques de la RDC présentent en ce moment est un décor désolant, comme je l'ai dit. Déjà, comme a dit Monsieur Clotaire, le président de la République Tshisekedi aujourd'hui a tiré à boulet rouge sur son prédécesseur jusqu'à ce que la loi ait été violée, parce que quand on prenait la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République, il est écrit dans l'article 8 que lorsqu'un président de la République est soupçonné de faits graves, etc., pour que ses immunités soient levées, c'est donc à la majorité des 2/3 du Congrès qui doit se réunir. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, le président honoraire Joseph Kabila Kabange s'est exprimé, alors que nous nous disions, en voyant à l'époque cette passation de pouvoir, que ça allait servir de modèle. Et aujourd'hui, avec le fait que la RDC, n'oubliez pas, est agressée, il y a l'agression rwandaise, les acteurs politiques devaient d'abord prioriser l'unité nationale, la cohésion, de manière à ce que ils puissent faire face à l'agresseur. Mais quand entre eux, ils se tirent à boulet rouge, nous craignons effectivement qu'il y ait des tensions, parce que déjà, n'oubliez pas que l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a un parti qui a été d'ailleurs suspendu, le PPRD, qui prendra donc très très mal la décision de la levée d'immunité. Ça peut engendrer des remous sociaux, des tensions
entre les partisans de Kabila et les partisans de Tshisekedi. Aujourd'hui, le président Kabila promet de se lever parce qu'il a peint un tableau sombre de la situation, tant politique qu'économique. Et aujourd'hui, quand il décide qu'il doit prendre ses responsabilités, comme il invite également la population, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire qu'il se sent aujourd'hui lynché, on tire à boulet rouge sur lui, il peut alors lancer une forme de résistance. Déjà, s'il s'installe à Goma, n'oublions pas que Goma aujourd'hui est sous le contrôle exclusif de l'AFC, dirigé par Corneille Nangaa avec ses parrains du M23. Alors, s'il arrivait à Goma, à ce moment-là, il s'installerait et forcément, ça engendrerait une forme peut-être de résistance, ce que nous ne souhaitons pas à ce pays qui est un pays ami et voisin. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ce que nous craignons, c'est qu'il y ait des remous sociaux et que ça frise la cohésion nationale qui est importante face à ce genre de situation. Okay. Oui, non, c'est-à-dire que je voulais juste ajouter que il y a un point d'inquiétude supplémentaire, d'ailleurs dans son discours, dans son adresse, Monsieur Kabila l'a souligné, c'est la dimension ethnique, ethniciste ou tribale qui est entrée dans ce conflit. La dernière fois que j'ai été à Kinshasa, j'ai été à Uri de voir à quel point le fait tribal était mais vraiment manipulé comme ça dans l'opinion. On vous disait quoi? Tu es rwandais, toi, tu es, hein, c'est vous les infiltrés, voilà, c'est ça. Et je dis à un point tel que bon, nous aussi, nous avons nos propres problèmes, mais ça n'est jamais arrivé à cette hauteur-là dans l'opinion publique en tout cas. Et donc, aujourd'hui, c'est une fracture qui est en train de se consolider entre les swahiliphones et les autres, et le groupe Luba. Alors que d'autres incendies, nous parlons de la guerre de l'Est, d'accord, mais il y a aussi d'autres conflits, d'autres foyers en RDC, et notamment entre deux ethnies qui sont d'ailleurs des ethnies de chez nous, d'une certaine manière. Donc, les Bayaka et les Bateke dans le Kwamut, on n'en parle plus maintenant, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est résolu. Ok, merci. Vraiment, Clotaire, tu vas m'excuser. Nous devons mettre fin à ce sujet. Nous craignons que la situation s'envenime dans les jours à venir. Je vous invite donc à suivre l'intervention du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur la situation du président les socialistes, la Sibouti, enlevé ou disparu depuis le 11 mai et retrouvé dans un état piteux. Chers followers, TV5 Monde me prête des propos méprisants à l'encontre d'un homme politique congolais du nom de Lassi Mbouiti qui a été retrouvé dans un état de santé relativement sérieux et grave à Madoukou il y a quelques heures et me prête des propos selon lesquels c'est pas grave parce que ce monsieur n'est pas connu. Je crois qu'il s'agit là d'une totale méprise de TV5 et d'un malentendu pour un entretien qui n'a pas été enregistré. Voici exactement quelle est notre position. Monsieur Lass Mbouiti, Dieu merci, s'en est sorti et le gouvernement et les services compétents attendent qu'il se rapproche de la police de manière à donner sa version des faits et d'expliquer le déroulement, la chronologie et la matérialité de tout ce qu'il a subi en termes d'enlèvement et de séquestration. Deuxièmement, j'ai ajouté auprès de TV5 Monde que M. Lass Mbouiti tient le même type de propos que d'autres hommes politiques de sa génération, qui sont connus, je ne rappelle pas leur nom, mais qui sont connus, qui ont pignon sur rue, qui tiennent des propos très critiques vis-à-vis du gouvernement et qui vaquent librement à leurs occupations. Alors, pour quelle raison voudrait-on que dans son cas précis, lui qui, et je crois que c'est objectif de le dire, a une notoriété moindre, pour quelle raison il serait, lui, l'objet d'une attaque ou une vindicte ou de violence de la part de services parallèles? Voilà exactement la teneur des propos que j'ai tenus. Je souhaite à notre compatriote un prompt rétablissement et je l'invite, quand il le pourra, à se rapprocher des services compétents pour donner sa version des faits,
pour qu'une enquête soit diligentée et pour retrouver les auteurs des actes dont il a été victime. Oui, nous avons vu donc l'intervention du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur la situation du président les socialistes, Lassy Bouty, enlevé ou disparu depuis le 11 mai et retrouvé dans un état piteux le 21 mai. Alors, mon désir, comment avez-vous apprécié cette affaire de Lassy Bouty? Déjà, d'entrée de jeu, en tant que des analystes, nous tenons à condamner cet acte de barbarie dont a été victime un compatriote. Quelles qu'en soient les obédiences, que ce soit religieuses ou encore politiques, on ne peut pas au XXIe siècle cautionner ou encore soutenir ce genre d'acte de barbarie. Mais je veux rapidement, en me focalisant sur la loi, je prends la Constitution de la République du Congo. Après le référendum d'octobre 2015, voici ce que dit la Constitution en termes de titre des droits, libertés et devoirs des citoyens. Article 8, il est écrit « La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. » Aujourd'hui, c'est Lassy Bouty, un compatriote, mais demain, ça peut être Monsieur Chrysostome. Demain, ça peut être Monsieur Mondésir. Après avoir débattu à Vox Hebdo, se retrouverait dans la rue parce qu'il aurait dit quelque chose qui aurait frisé un individu quelconque et entre guillemets, on le bastonne. Ça, ce sont des actes que nous condamnons. Mais l'État, on dit ici, a le droit de veiller à ce que la liberté, le côté sacré de l'humain soit de mise et de protéger. Et donc, lorsqu'un compatriote est victime d'actes de barbarie, nous ne sommes pas là pour essayer d'être là dans des accusations sans fondement. On ne peut pas ici dire qu'il a été agressé par X ou Y, mais l'État, à ce moment-là, via le procureur de la République, se doit de se saisir de ce dossier pour qu'une enquête soit diligentée. Mais est-ce qu'on pourrait demander encore à une personne qui est victime de ce genre d'acte, qui est dans un état psychologique sans doute fragile, qui se rapproche des services au moment que nous avons des services? Nous voyons chaque fois qu'il y a des situations dans notre pays, le procureur de la République, qui descend, se saisit du dossier, et à ce moment-là, une enquête est diligentée. Donc, à mon humble avis, il serait mieux, au contraire, que les services judiciaires puissent se rapprocher de Monsieur Lassy Bouty, je ne sais pas dans quel état il se trouve, que ce soit à l'hôpital ou de ses proches, pour l'écouter à ce moment-là en diligeant une enquête, parce que demain, ça peut être vous, ça peut être moi, et c'est des actes que nous devons bannir dans notre République. Ok, Albert, l'affaire Lassy Bouty, est-ce que les autorités ont-elles failli dans la protection pour garantir le bien-être de la population? Alors, écoutez, dans l'absolu, je ne peux pas dire que les autorités aient failli. Nous avons tous en mémoire, tous les matins d'ailleurs, des actes de banditisme qui prennent pour cible un habitant de quartier, un commerçant, etc. Tant qu'on n'a pas su qui est le commanditaire et même l'exécutant de tels actes, le qualificatif d'une autorité qui aurait failli ne s'impose pas. Mais ça n'est pas une raison pour que l'État, justement, considère comme, j'allais dire, banal ou léger ou je sais pas quoi, un acte de ce genre, qu'on dise à Monsieur Bouty qu'il se rapproche des services de police, ça m'a un peu estomaqué. Et s'il ne peut pas, physiquement parlant, s'il ne peut pas, mais la loi que nous rappelle notre jeune confrère fait obligation à l'État de protéger, pas seulement d'attendre devant le commissariat de police, dit bon, ben voilà, bien, j'ai bien enregistré ta plainte. Ce n'est pas cela. Donc ça fait pas trop sérieux. Nous sommes ici devant des situations, d'ailleurs, je crains qu'elles n'aient à se répéter au fur et à mesure que nous serons en plein dans les joutes politiques serrées, etc. Là, nous sommes dans une période où l'opposition est un peu endormie, mais que se passera-t-il lorsque ce que nous pensons dans quelques mois, elle aura à faire des meetings
assez régulier et à s'en prendre peut-être aussi aux autorités. Non, il faut pas considérer les questions des droits de l'homme un peu à la légère, non. Oui, quand on parle des autorités, parce que ce sont elles qui dirigent presque l'État, donc ce sont elles qui sont à la tête de l'État, c'est, quand on parle l'État doit garantir la sécurité, ça passe par les autorités. Clotaire, finalement, ce qu'a subi Lassy Bouity montre que la population ou les hommes politiques sont comme dans un état de fragilité devant les attaques de tout genre. Mais comment est-ce que ne pas parler d'état de fragilité quand vous avez un représentant du gouvernement, des pouvoirs publics, qui minimise même le rôle de ce candidat putatif qui arrive, qui dit que bon, il va être candidat, mais c'est d'abord un Congolais. On ne peut pas venir dire que il a moins de notoriété, il a moins de ceci, c'est d'abord un Congolais qui aspire à diriger le Congo, libre à lui de vouloir diriger le Congo, puisqu'il y a le suffrage qui est là, qui le départagera des autres. Mais je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse dire qu'il y a des gens qui sont plus connus, qu'il y a des gens pour lesquels on n'a pas touché, et que à celui-là, qu'il puisse faire du bruit. C'est ça justement ce qui est désolant. Les pouvoirs publics ont pour rôle de protéger les citoyens, quelle qu'en soit leur nature, d'abord. Et donc, lorsqu'il y a ce type de mépris pour un citoyen congolais, quel qu'en soit ce qu'il veut faire, je crois que c'est des choses qu'il nous faut dénoncer. Comme dit mon désir, ça peut arriver à l'un d'entre nous ici, parce qu'il a eu à déraper pour que nous puissions subir le même sort. Et pire, d'où vient-il que les pouvoirs publics puissent parler de services parallèles? Parce que c'est cela, justement. Si nous nous retrouvons dans un pays où, au niveau gouvernemental, au niveau du pouvoir public, on peut parler de services parallèles qui agissent, c'est cela, justement, ce qu'il y a de plus dangereux. C'est que, en dehors, donc, des services réels, officiels, il y a d'autres services qui sont là, qui fonctionnent et qui sont connus. Et donc, le mode opératoire peut-être aussi est connu. C'est cela, justement, ce qui fait peur dans ce pays. Ça signifie que, je ne veux pas dire que c'est institutionnalisé, mais je veux dire qu'il faut justement que nous puissions arriver à arrêter avec ce genre de pratique. Et pour cela, nous avions une justice qui est là, et cette justice-là doit jouer son rôle de la même manière que nous sommes en train de dénoncer ce type de comportement. Ok, merci beaucoup, merci. La justice doit jouer son rôle dans ces genres de cas. L'appareil de l'État devrait se branler pour assurer la sécurité, et la Constitution même le dit, tous les textes légaux le disent, assurer la sécurité des personnes et des biens. Et ça, c'est le rôle de l'État. Chaque Congolais devrait, ou chaque résident du Congo devait se sentir en sécurité parce que il y a des services qui travaillent pour garantir cette sécurité. Je vais vous inviter donc à une pause et nous allons nous retrouver bien après.